La stratégie de la France en matière d'IA est-elle la bonne? Comment on va penser ces nouvelles politiques publiques à l'ère de l'IA et de tous ces développements technologiques? Et puis la formation de tous, à tout âge, on fait quoi? On fait comment? Et cet agentique AI dont on nous parle comme une nouvelle tendance, qu'est-ce que c'est exactement? Voilà les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec mes deux expertes en plateau. Véronique Sobo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Simplon, qui est un organisme de formation dont la mission est vraiment de démocratiser l'accès aux compétences numériques et aux métiers de la tech. Et donc, vous êtes très engagée sur cette question de la formation en matière d'intelligence artificielle. À côté de vous, Muriel Popa-Fabre, bonjour. Bonjour. Experte en traitement automatique du langage au Conseil de l'Europe, vous intervenez sur les questions de réglementation de l'IA et de protection des données. Alors, on commence avec peut-être ce rapport, un rapport parlementaire qui nous vient de l'OPEX, avec cette question posée par 3 sénateurs, Sabatou, Chaise et Narassiguin. ChatGPT et après, bilan et perspective de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses sur les enjeux économiques, politiques dans ce rapport, culturel aussi et scientifique. On peut peut-être démarrer sur la partie formation, puisqu'il y a un point vraiment très détaillé là-dessus. En tout cas, transformation du travail, avec la nécessité de mettre en place des politiques publiques, nous dit-on dans ce rapport. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme politique publique pour accompagner cette transformation, selon vous? Alors effectivement, ce rapport dédie toute une partie à l'évolution du marché du travail avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que par rapport aux peurs potentielles des remplacements, du grand remplacement par l'IA, le rapport souligne qu'en fait, plus que de supprimer un certain nombre d'emplois ou de remplacer des emplois par l'IA, il va y avoir plutôt une transformation profonde du marché du travail. Ça me semble assez intéressant. Et cette transformation profonde, évidemment, ça signifie qu'il faut que les salariés dans les entreprises soient accompagnés, mais aussi, alors ça c'est pour les salariés qui sont déjà des adultes, mais aussi qu'on accompagne tout au long de la vie, de l'école, en passant par l'université, puis au-delà, toutes les populations, et qu'on fasse de l'acculturation. Alors ce rapport est intéressant parce qu'il a formulé un certain nombre de recommandations, il y en a 18, me semble-t-il, ou 25, et la 9 et la 10 sont dédiées sur ce sujet. Comment est-ce qu'on acculture? Et cette acculturation pourrait peut-être en France un peu s'inspirer de ce qui est fait en Finlande, où ils ont commencé depuis déjà pas mal d'années à acculturer, à sensibiliser, démystifier en fait. Il faut démystifier un peu l'IA qui fait peur aussi beaucoup. Mais ça, cette acculturation, elle ne dépend pas du politique? Non, elle ne dépend pas que du politique. Ça peut se faire en entreprise. Ça peut se faire effectivement en entreprise. Alors, ça peut être décidé aussi par des instances type l'éducation nationale, l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, il y a quand même une petite partie politique pour flécher peut-être un certain nombre de soutiens budgétaires, d'investissements. Mais il y a aussi un gros besoin de formation dans les entreprises. Hier, j'étais à une séance d'acculturation dans l'enceinte du Conseil régional de l'Île-de-France, où on avait 400 personnes qui sont arrivées le matin à 9h pour se faire former. Et j'ai été surprise de voir qu'il y a beaucoup d'intérêt. 450 personnes à 9h du matin au Conseil régional de l'Île-de-France à Saint-Ouen, qui étaient très intéressées. Vous voulez dire, c'est rare, disons que j'étais surprise de l'engouement. Et ce qui m'a aussi beaucoup surprise, c'est que finalement, au-delà de l'appétit qui est souligné par cette présence et cette participation, il y a aussi, plus que de l'appétit à comprendre, il y a déjà un bon taux d'utilisation. Donc ce qui me semble aussi très important, c'est un peu d'encadrer cet apprentissage, parce que utiliser ChatGPT ou Pou.com ou Perplexity, ça s'apprend et on pourra éventuellement y revenir. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il peut y avoir un certain nombre d'écueils et il y a un certain nombre de règles à respecter. Voilà, donc ce rapport de ce point de vue-là très intéressant quand même. Alors, je voulais vous faire réagir, Muriel, sur plutôt la partie régulation, réglementation. Le rapport nous dit, on doit éviter que l'Europe devienne une colonie numérique, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas. L'Union européenne mise sur la régulation de l'IA, mais cela reste insuffisant. Voilà ce que nous disent les 3 sénateurs après avoir procédé à de nombreuses consultations. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, moi, je pense qu'il y a à la fois une partie qui doit être jouée par la régulation, mais aussi une partie qui doit être jouée par la création d'un écosystème qui puisse avoir des réponses pertinentes pour arriver chez les utilisateurs.
Il y a une question de fond de comment l'Europe va réussir à créer des produits qui correspondent à ses valeurs et à son éthique. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce type de rapport est extrêmement positif parce qu'il imprime... si vous voulez, le fait qu'il y ait ce dialogue entre le Parlement et ce qui est développé dans un gouvernement est fondamental parce que ça imprime une marque démocratique à la gouvernance de l'IA. C'est extrêmement important que nos institutions préservent cette capacité de dialogue sur des enjeux qui sont à très très grande échelle comme la gouvernance de l'IA. Donc c'est aussi ce qui se passe au niveau européen. Le Parlement européen a créé un groupe de travail pour superviser l'implémentation de la réglementation européenne et notamment l'action de la Commission. Donc il y a quelque chose de très important que je trouve qui se passe aussi par la formation. C'est de renforcer le jeu démocratique par la compréhension des utilisateurs de cette technologie. Parce que là, cette troisième vague, avec la façon dont elle a imprimé le langage comme interface, fait qu'en fait, on est de plus en plus devant des questions d'utilisateur final et d'enjeux éthiques sur l'utilisateur final. Et les entreprises sont un relais de cette formation. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important que les gouvernements aient une politique d'éducation, parce que c'est la citoyenneté, en fait, qui est aussi en jeu. Alors, il y a cette question... alors, effectivement, d'ailleurs, le rapport fait état de l'absence de représentants parlementaires dans le pilotage du sommet de Paris sur l'IA. Donc, il y a un souci. Effectivement, ça intéresse beaucoup de monde, cette question de l'IA, y compris le politique qui a envie de s'y engager. Tant mieux, on peut s'en réjouir. Mais ils disent aussi en matière de réglementation qu'on a une approche par les risques uniquement, qu'il faut sortir de cette approche. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi qu'en Europe, on aborde l'IA uniquement par les risques? Alors, disons que la façon dont cela s'est matérialisé en France en termes de gouvernance de l'IA, c'est le travail de fond de création d'un écosystème. Donc, j'ai pas l'impression, la façon dont en Europe on constitue par exemple l'office de l'IA, enfin le bureau de l'IA, c'est de créer une partie qui gère les risques et 3 branches qui gèrent AI for Good, qui gèrent le financement en quadruple, enfin avec des augmentations quand même assez importantes de financement dans l'innovation. Donc pour ce qui est de la France, moi je suis impliquée au niveau plutôt international de façon générale, professionnellement, mais par contre j'ai participé à France 2030 et j'ai évalué un peu plus d'une quinzaine de projets de financement, et ce que je vois, c'est que dans un indice comme le Global AI Index, la France est passée de 2023 à 2024 de la 13e position à la 5e position. Donc, merci pour les bonnes nouvelles. Cette capacité de créer un écosystème est quand même là, et l'Europe veut s'en inspirer. Donc, je pense qu'en fait, on est en train d'avoir tous les éléments pour avoir des vraies réponses qui peuvent atterrir chez les utilisateurs, et donc on n'est pas que dans les risques. Bon, et tant mieux. Et puis, si je peux me permettre de compléter, je trouve que cette approche qui est aussi de déployer l'intelligence artificielle dans les entreprises, elle ne se fait pas avec l'approche des risques. Enfin, elle se fait un peu avec l'approche des risques, mais elle se fait surtout avec l'approche des opportunités et l'identification des cas d'usage. En fait, les entreprises qui commencent à déployer l'utilisation de l'intelligence artificielle, elles cherchent des cas d'usage. Et des cas d'usage avec l'IA, il y en a plein. Sur de la production de contenu, sur l'intelligence documentaire, sur les agents conversationnels et tout ce qui est interactif. Et donc ça porte aussi l'ensemble d'un écosystème vers un IA plutôt orienté opportunité que risque. Je vais rajouter un petit risque aussi, c'est l'uniformisation cognitive, parce que ça aussi c'est bien souligné dans le rapport, hein. Il y a un risque d'accentuer fortement l'hégémonie culturelle des États-Unis. Donc il faut qu'on soit offensif en matière d'infrastructure, de création de modèles de langage. Mais comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cette hégémonie culturelle dans l'IA? C'est possible, ça? Je pense Vu l'avance qui est prise aujourd'hui par ces grands modèles. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible par une vraie culture de la donnée et surtout une culture de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on se rend compte de façon assez intuitive qu'il y a une hégémonie culturelle et même linguistique
par moment. Hein. On s'en rend compte avec quelques études qui sortent aux États-Unis, de grandes universités. Mais par contre, on ne s'est pas encore donné les moyens d'avoir des observatoires. Et je pense que la culture de l'évaluation est déterminante en entreprise, parce que ce sont des professions qui ne sont pas habituées qui n'auraient pas adopté l'IA autrement, et qui du coup n'ont pas toute cette culture industrielle d'évaluer les outils. Et pour être bien certain que même un outil de génération d'images pour des jeux vidéo n'a pas uniquement ces personnages et ces avatars qui rentrent dans des boulangeries remplies de donuts, par exemple, ou que les rues ressemblent à Cracovie, par exemple. Donc, il y a tout un enjeu culturel derrière l'IA générative, même d'un point de vue visuel, que je pense qui est en train de surgir tout doucement au niveau des ministères de la Culture européens. Et qui passe par une culture de la donnée et de l'évaluation. Et ça va être un des sujets d'ailleurs du sommet de Paris, hein, la culture. En revanche, il n'y a pas l'éducation. Eh oui, alors, Véronique. Non, mais alors justement, par rapport à cette question de l'uniformisation, pardon, je vais y arriver, l'uniformisation de la pensée, parce qu'effectivement, ces modèles de langage sont basés sur le texte anglo-saxon qui est diffusé sur Internet, hein, donc c'est la réalité de la matière première, et il est très très largement anglo-saxon, donc mais c'est pour ça que c'est très important de garder son esprit critique par rapport à l'utilisation de ces outils. Et la formation, ça sert à ça. C'est en tout cas la formation telle qu'on la pense en France et de façon quasi universelle, c'est de comment je garde mon esprit critique par rapport à ce que me sort ChatGPT et les potentielles hallucinations ou biais de conclusion. Alors après, les questions qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on va se les poser demain de la même façon? Parce qu'il y a une nouvelle tendance et je voulais en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que cette agentic AI, Muriel? Alors, c'est vraiment la tête de proue de l'arrivée de l'IA vraiment dans l'entreprise. Parce qu'il y a deux avantages fondamentaux à ces systèmes qui orchestrent plusieurs briques, à la fois d'IA générative, mais aussi de moteurs de recherche ou d'automatisation de tâches de paiement. Donc, c'est quelque chose de très, très global. C'est une architecture qui va permettre à différents éléments d'interagir. Et donc ça a deux avantages fondamentaux. Le premier, c'est que ça garde beaucoup plus le contrôle. On a beaucoup plus une idée avec des règles précises. Ça, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, justement, si la machine, le logiciel parle au logiciel sans intervention humaine, on aura moins de contrôle. Vous me dites non. Alors, au moment du développement, on a beaucoup plus de contrôle. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus prédire quelles vont être les interactions entre les différents éléments. On va pouvoir prédire à quel moment il faut lancer une recherche sur Internet ou pas, parce que votre base de données d'entreprise n'a pas cette réponse. Donc, il y aura beaucoup plus de contrôle dans la partie de développement. Il y aura aussi beaucoup plus d'adaptivité. Donc, c'est là, à mon avis, qu'on va avoir les vrais cas d'usage pour l'éducation. Parce qu'on va avoir une possibilité d'adapter beaucoup plus au parcours d'apprentissage et d'insérer de la théorie de chaque élève. Ouais. Et notamment de challenger le savoir de l'élève avec des méthodes qu'on appelle socratiques. Donc ça va être deux éléments. Il y a un mais. Il y a un mais, et notamment, c'est un mais qui nous occupe pas mal dans un comité dans lequel je suis au Conseil d'Europe sur la liberté d'expression et l'IA générative. C'est qu'il y a 3 semaines, l'université de Stanford, un labo de l'université de Stanford sortait une étude qui faisait écho à une autre étude de 2023 sur la simulation de personnalité. Et donc, il y a 1000 personnes qui ont participé à une interview guidée par IA à l'oral de 2 heures. Et après, sur la base de cette information, on a enrichi la mémoire d'un système agentique. Et on s'est retrouvé à pouvoir simuler les traits de personnalité, les choix et les réponses de ces 1000 personnes sur des questionnaires longs. Vraiment, c'est beaucoup de données. Ce n'est pas une étude qui est juste tape à l'œil. Et de pouvoir prédire avec 85% de précision les traits de les choix et les choix aussi
d'envie, chaque de personne. besoin que ferait chaque personne sur des questionnaires qui n'étaient pas inclus évidemment dans les 2 heures d'interview. Donc on est dans un système en fait où vous pourrez avoir un agent IA, et donc ça c'est un peu en dehors de ce que dit Gartner sur l'entreprise, c'est vraiment sur les usagers qui arrivent chez le consommateur. Vous pourrez avoir quelque chose qui approxime et simule bien votre personnalité dans des achats de manière assez autonome. Ça va être magnifique pour le commerce, ça. Oui, vous vous pourriez, par la exemple, publicité ciblée. Vous pourriez demander à ChatGPT de faire l'achat de votre billet de train et de payer avec votre choisir compte en la banque, destination, choisir la destination à votre prochaine place, etc. de nos vacances. C'est formidable, mais bon. Ça pose quelques nouvelles Ça questions. pose quelques Vraies questions, questions, et puis il y a quand même un gros chantier d'adoption d'abord des intelligences artificielles génératives avant ça. Mais c'est prospectif et c'est amusant. Oui, puis ça commence à arriver quand même. Donc, il faut pas, et ça va tellement vite que voilà, il faut On pas a freiner à s'y intéresser. Ouais, start-up française qui travaille sur le sujet, qui a pas mal fait parler d'elle, qui a levé des fonds 220 millions au printemps, qui s'appelle H à Paris, qui travaille Compagnie, qui travaille sur le sujet. Ouais. Qu'on va recevoir bientôt. Tout à fait, voilà, vous savez tout. Merci beaucoup à toutes les deux. Muriel Popa-Fabre, experte en traitement automatique du langage au Conseil de l'Europe, et Véronique Sobo, directrice générale de Simplon. Merci encore. On va parler maintenant de la course à l'investissement dans l'IA.